Salut les canailloux, c'est Junkie Palace. Aujourd'hui c'est Halloween et pour ce faire nous avons pensé à un sujet de circonstance. Nous allons parler des tueurs en série dans la pop culture et comment cela a inspiré le cinéma. Cette vidéo sera en plusieurs parties. Nous allons parler des tueurs en série de manière générale et de leur influence sur la pop culture et sur le cinéma. Et vous commencez à me connaître, j'adore les définitions. Commençons donc par définir ce qu'est un tueur en série. Un tueur en série est une personne ayant commis plusieurs homicides en laissant un temps de repos entre chaque vague de meurtre. On parle généralement de tueur en série à partir du 3e meurtre. C'est une définition assez simple, mais cela permet déjà de placer une différence avec d'autres criminels, les tueurs de masse ou les tueries d'État. Le tueur de masse est une personne tuant beaucoup de personnes lors d'un événement unique. On parle généralement de tuerie de masse ou d'attentat. L'un des exemples les plus tristement célèbres est le massacre du lycée de Columbine par Eric Harris et Dylan Klebold. Ce que je qualifierais de tueries d'État sont les tueries directement liées à l'activité politique d'un État, que ce soit militaire, lors d'une guerre par exemple, bien que l'objectif d'une guerre ne soit pas les pertes civiles, ou plus spécifiquement lors de l'institution d'un massacre volontaire de la part d'un État. Il y a de nombreux exemples parmi l'histoire tels que le génocide arménien ou la Shoah. Pour notre part, nous allons nous concentrer sur les tueurs en série. Il existe plusieurs types de tueurs en série, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Nous allons définir ce type de tueur, prendre un exemple et un film qui correspond. L'objectif est de vous montrer comment le cinéma s'inspire donc de la réalité de ces tueurs. Le premier exemple qui me vient à l'esprit quand on parle de tueur en série, c'est le tueur à gages. Même si pour eux le meurtre n'est pas une fin en soi, ils correspondent à la description d'un tueur en série, avec plusieurs meurtres à des heures différentes. Et les tueurs à gages ont inspiré bon nombre de films. Prenons un exemple de tueur à gages célèbre. Prenons le cas de Sammy Gravano, surnommé The Bull. Son cas est un peu particulier. C'était l'homme de main d'une importante famille mafieuse américaine. Cependant, ses meurtres les plus connus sont ceux qu'il a commis au sein même de la mafia, avant d'en prendre la tête. Cependant, il deviendra un informateur de la police afin de faire tomber l'organisation. Et Sammy Gravano a inspiré le film Gotti de Kevin Connolly. En parallèle d'une carrière d'acteur tout à fait honorable, avec des rôles dans Rocky V, N'oublie jamais ou encore Ce que pensent les hommes, Connolly embrasse une carrière de réalisateur. Il réalisera essentiellement des séries télé qui passeront inaperçues, puis des épisodes à l'unité pour quelques autres séries. C'est seulement en 2016 qu'il réalisera son premier film et en 2018 qu'il réalisera son second long métrage, Gotti. Pourquoi je m'attarde autant sur la carrière du réalisateur ? Parce que le film est décrit par le New York Post comme l'un des pires films sur la mafia de tous les temps. Il est mou, il n'a aucune ambiance, c'est cousu de fil blanc. Il est tellement mauvais qu'il est un énorme échec commercial à sa sortie en salle. Dès la première semaine, il se place en 12e place au box-office. Et pour un budget initial de 10 millions de dollars, il fait à peine 1,6 million de recettes. L'échec est tellement cuisant que le film ne sortira qu'en Blu-ray et DVD en France. 2 ans plus tard. Les films inspirés de tueurs à gages ayant réellement existé sont assez rares. Ils traitent généralement plus du milieu du grand banditisme que du tueur en lui-même. Et bien qu'il ne soit pas inspiré de la réalité, ce qui est loin d'être une mauvaise chose, ce type de tueur a aussi son lot de bons films. Léon, de Luc Besson par exemple, avec Jean Reno et Nathalie Portman, qui fait sa première apparition cinématographique à l'âge de 12 ans. Ou encore Kill Bill de Quentin Tarantino avec Uma Thurman, qui joue le rôle de la Marie. Et Kill Bill est un parfait exemple d'un autre genre de tueur en série, celui inspiré par la vengeance. Prenons un exemple concret, le cas de Pedrino Rodriguez Filo. Surnommé Pedrino Matador ou encore Pierrot le tueur, il a tué au moins 70 personnes. Il est encore à ce jour l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Pedrino a commencé à l'âge de 13 ans, toujours avec le même objectif, punir ceux qui pour lui étaient des nuisibles de la société. Après avoir commis au moins 10 meurtres avant ses 18 ans, et après que sa mère et sa sœur aient été tuées par son père, il lui rendra donc l'appareil et dévorera son cœur, qu'il recrachera par la suite. Il finira par être arrêté une première fois et cela ne l'arrêtera pas. Quel meilleur endroit que la prison pour se débarrasser des nuisibles de la société. Il tuera donc au moins 40 détenus lors de son incarcération, mais le plus incroyable dans son histoire, c'est qu'il sera relâché en 2007, car le Brésil limitait la prison à 30 années maximum, et il en avait déjà fait 34. Il sera finalement arrêté de nouveau en 2011 pour incitation à la révolte et séquestration. Pedrino Matador est célèbre au Brésil pour ses menaces de mort envers d'autres criminels, violeurs ou, aussi ironique que cela puisse paraître, envers d'autres tueurs en série, dont le plus connu, Francisco de Assis Pereira. Et vous l'aurez compris, l'industrie vidéoludique s'est inspirée de ce tueur. Si le créateur de la série, James Manos Jr., n'a jamais reconnu s'être inspiré de Pierrot le tueur, beaucoup d'éléments ont poussé le public à déduire qu'il a été influencé dans la création du personnage de Dexter
dans la série du même nom. Sortie en 2006, la série Dexter a 8 saisons et une 9e est sortie en 2022 sous le nom de Dexter New Blood. La série est récompensée par 2 fois au Golden Globe avec meilleur acteur dans une série télévisée dramatique pour Michael C. Hall et meilleur acteur dans un second rôle dans une série pour John Lithgow. Le synopsis du site officiel de la série vous permettra de faire le lien entre les deux histoires. Je cite « Le tueur en série préféré de tout le monde. En tant qu'expert médico-légal, il passe ses journées à résoudre des crimes et ses nuits à les commettre. Mais Dexter vit selon son code d'honneur strict, tiraillé entre sa compulsion mortelle et son désir du vrai bonheur. Dexter est un homme en profond conflit avec le monde et lui-même. » Au-delà de la ressemblance avec le tueur en série réel, ce synopsis m'amène à me poser une question. Je me permets de reprendre. Le tueur en série préféré de tout le monde. Comment en est-on arrivé à une telle fascination pour que l'on parle de tueur en série préféré? Mais je reviendrai sur le sujet plus tard. Je souhaite d'abord vous parler d'un sujet extrêmement complexe avant de revenir au sujet de notre épisode, à savoir le trouble dissociatif de l'identité, ou TDI. Le TDI, de par sa complexité, est très souvent remis en question, tant sur le plan médical que juridique. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un trouble dissociatif de l'identité? C'est la présence d'états d'identité distinctes. Au moins 2 identités distinctes, mais cela peut être plus. C'est pour cela qu'auparavant, le TDI s'appelait trouble de la personnalité multiple. La personne ayant le trouble dissociatif de l'identité aura donc plusieurs identités avec leur mémoire, leurs ressentis, leurs capacités cognitives, leur genre, etc. Comme évoqué, le TDI est souvent remis en question. Cependant, les recherches et les témoignages s'accordent sur un point. Il est lié à des événements traumatiques, le plus souvent durant l'enfance. Cela vient d'une mécanique psychologique qui permet de se dissocier d'événements ou de souvenirs complexes et douloureux. Les témoignages rapportent essentiellement des violences physiques, mais aussi sexuelles, durant leur enfance ou l'adolescence. Je vous disais que le TDI est souvent remis en question sur le plan médical et juridique. Sur le plan médical, il est remis en question sur la base de la complexité à apporter des preuves de son existence réelle chez le patient. Mais certains chercheurs soulignent le fait que sur le sujet, l'existence de la preuve serait bien plus forte que pour d'autres troubles. D'un point de vue juridique, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux États-Unis. C'est en Amérique du Nord que le plus grand nombre de cas de TDI sont reconnus. Or, vous savez que les États-Unis utilisent le système de droit anglo-saxon de common law. Dans ce système de droit, le droit jurisprudentiel est une des sources de droit formel. En d'autres termes, lorsqu'un juge rend un verdict, son jugement devient une source de droit. Ainsi, les juristes craignent qu'un diagnostic de TDI influence un verdict et devienne une source formelle de droit. La remise en question médicale complexifiant encore plus le sujet d'un point de vue juridictionnel, ce sujet est donc extrêmement complexe. Nous allons donc aborder un cas extrêmement complexe de criminel ayant un TDI, chose extrêmement rare. Billy Milligan. Son cas est très particulier. Billy Milligan est un violeur en série américaine et son cas est extrêmement complexe. Billy Milligan avait 24 identités. Si 9 d'entre elles étaient classiques selon les dires des médecins qui l'ont examiné, ce n'est pas le cas de toutes. Mais alors, comment définir les chefs d'accusation? Il a été accusé de kidnapping, violence et viol sur 3 étudiantes. Dans un premier temps, la question de la tentative de meurtre a été évoquée. Cependant, elle a été écartée. Mais comment condamner une identité pour des actes qu'une autre identité a commis? C'est la question à laquelle la Cour a dû répondre. Devant le caractère exceptionnel de la situation, le procès s'est tenu à huis clos. Et Billy Milligan n'a pas été reconnu coupable pour les viols. Cependant, le diagnostic de TDI l'ont conduit vers un hôpital psychiatrique dans lequel il a purgé une peine de 10 ans. Cette décision reste exceptionnelle. Et à ce jour, si mes recherches sont exactes, c'est la seule personne à ne pas avoir été reconnue coupable en raison d'un trouble dissociatif de l'identité. Et c'est ce caractère exceptionnel qui a animé la presse pendant le procès et pendant les années qui suivirent. Billy Milligan n'a pas refait parler de lui et est mort en maison de retraite en 2014. Mais son nom est revenu dans toutes les bouches lorsque Mr. Night Shyamalan s'est inspiré de son histoire pour le film Split. Maintenant que vous connaissez l'histoire de Billy Milligan, je vais vous lire le synopsis de Split. Kevin Wendell Crumb souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Il échange régulièrement avec sa psychiatre dévouée, le Dr Flechter, qui a déjà distingué 23 identités différentes, s'exprimer à tour de rôle durant leur conversation. Selon sa psychiatre, Kevin aurait subi des maltraitances et des humiliations au cours de son histoire, et une 24e identité, plus sombre et plus menaçante que toutes les autres, nommée la Bête, demeure encore enfouie. Le Dr Flechter met en exergue le fait que son patient s'est forgé ses nombreuses identités différentes dans un besoin existentiel de se protéger des autres. La situation se complique lorsque Kevin,
enlève 3 jeunes femmes. Voilà, c'est clairement du copier-coller. Et si le film a été bien reçu par le film et par la presse, une critique vient nuancer l'engouement général. L'Association australienne pour la santé mentale a déclaré: des films comme celui-ci vont renforcer une idée fausse et stéréotypée selon laquelle les personnes vivant avec une maladie mentale complexe sont intrinsèquement dangereuses et violentes. Pourquoi je souligne cette critique? Parce qu'elle soulève un point récurrent dans l'écriture de thrillers, films d'horreur ou de policiers, voire plus généralement de la manière de traiter des faits divers. Le TDI, pour rester sur cet exemple, est très régulièrement présent au cinéma ou dans les séries. Dans Esprit criminel, par exemple, il y a au moins 2 tueurs en série avec un TDI. Or, dans la réalité des faits, cela est extrêmement rare. Les maladies ou les troubles mentaux sont romancés dans ces genres cinématographiques. Cela peut de fait entraîner une stigmatisation des maladies mentales. Et c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans la médiatisation des faits de violence, puisque des termes liés aux maladies mentales sont régulièrement utilisés sans le moindre fondement. Cela est évidemment négatif et de facto associe les maladies mentales à la violence. Dans le même esprit, nous allons parler de la série Dahmer sur Netflix. Même si Jeffrey Dahmer a été présenté des centaines de fois sur YouTube depuis l'annonce et la sortie de la série, je vais rapidement vous parler de lui afin d'introduire la série. Jeffrey Dahmer est un tueur, violeur, pédophile, nécrophile et cannibale. Avant l'escalade, Jeffrey Dahmer laissait beaucoup de temps avant de perpétuer un nouveau meurtre. Il attendra 9 ans entre son premier et son second crime. Mais ce qui fait la réputation de Dahmer, c'est sa méthode. Il faisait venir de jeunes hommes chez lui en leur promettant une récompense, que ce soit de boire des bières ou de l'argent. Puis il les droguait, les violait et tentait d'en faire des esclaves sexuels en perçant leur crâne avec une perceuse et en y injectant de l'acide chlorhydrique. Évidemment, loin de les transformer en zombies, cela les tuait. Ce qui n'empêchait pas Dahmer de pratiquer des actes sexuels avec leurs cadavres avant de conserver certaines parties de leur corps au frigo et de les manger. La chose la plus étonnante avec Dahmer, c'est qu'il ne faisait preuve d'aucune discrétion. En témoigne l'odeur nauséabonde de putréfaction qui s'échappait de chez lui et qui dérangeait les voisins. Et Jeffrey Dahmer, comme beaucoup de tueurs, ont inspiré le cinéma, puisqu'une série Netflix lui a été consacrée. Si la série ne souhaite pas présenter l'histoire sous le regard du tueur, elle a cependant fait polémique pour plusieurs raisons. La série, dès l'annonce de sa sortie, a fait l'objet de nombreuses critiques émanant directement des familles des victimes de Dahmer. Elles n'ont jamais été averties de la sortie de cette série et n'ont eu aucun droit de regard dessus. Je vous cite Shirley Hughes. Cela ne s'est pas du tout passé comme ça. Ou encore Rita Isbell. Je pense que Netflix aurait dû nous demander pour savoir comment on le vivait. Et c'est le principal souci de l'adaptation de tueurs en série au cinéma. S'ils font partie de la société, souvent malgré eux, ils sont un sujet délicat à traiter. Il y a 1000 choses qui ont pu être inventées dans des séries ou simplement inspirées de tueurs en série, sans pour autant en faire un copier-coller ou encore moins en reprenant les noms exacts du tueur et des victimes. Le cinéma est un art et la réalité inspire l'art. Mais il ne faut pas oublier que l'on traite de sujets, de personnes ayant existé et dont les proches peuvent être heurtés par cette glorification. Et c'est cet élément-là qui me fait tiquer avec la série Dahmer et lors de mes recherches pour cet épisode. Les tueurs en série ont envahi la pop culture. Non pas sous le signe du dégoût ou du rejet, au contraire, on peut entendre parler de tueurs en série préférés. Ils ont intégré la pop culture au point d'être un des sujets récurrents dans les séries de tous les horizons. Américaine, par exemple, avec Esprit criminel qui a eu 15 saisons, ou encore Mindhunter, qui en est actuellement à sa 2e saison, qui décrit l'apparition du profilage et l'étude des tueurs en série. Française avec La Forêt, qui traite respectivement d'un tueur en série pédophile qui tue pour couvrir ses viols, ou L'Amante, qui traite d'un copycat d'une tueuse vengeresque. Les tueurs en série peuvent être un sujet passionnant. C'est tout l'intérêt du profilage qui permet de mieux comprendre, mieux appréhender et mieux anticiper les comportements criminels. Certaines personnes s'intéressent réellement à la criminologie. On peut traiter des sujets de criminalité avec recul et compréhension, jamais avec glorification. Et c'est cette glorification qui me pose un vrai souci. Pour en revenir à Dahmer, à Paris notamment, des boîtes de nuit organisent des soirées sur le thème Jeffrey Dahmer. Donc pour vous replacer dans le contexte, vous pouvez donc voir une affiche qui dit, si l'on est un peu caricatural, venez vous éclater au Macumba Club lors de notre soirée spéciale tueur en série, violeur, pédophile, nécrophile et cannibale. Ça va être l'éclate, 10 € l'entrée, votre premier coup de perceuse dans la tempe vous est offert. À mon sens, c'est un peu cynique, voire carrément glauque. Et le plus alarmant dans tout ça, c'est que je suis persuadé que cet événement attirera du monde. Donc, en 2022, nous allons avoir des dizaines ou des centaines de personnes qui vont aller se trémousser en l'honneur d'un tueur en série. Tout va bien. Mais le cas de popularisation et de dédiabolisation ne se limite pas à des sociétés faisant commerce de l'histoire. Dahmer est devenu une trend sur TikTok. Pour les plus vieux d'entre nous, ou ceux qui n'utilisent pas TikTok, une trend est une tendance, une mode qui marche bien à un moment donné. Prenons un exemple qui a été multiplateforme, le Ice Bucket Challenge. Énormément de monde l'ont fait, même si ça a été sur une très courte durée.
Mais ici, il ne s'agit pas de faire connaître la lutte contre la sclérose latérale amyotopique, mais juste de se taper de grosses barres et de ramasser des likes. Le concept reprend dans le moment de la série où Dahmer apparaît et faire une histoire courte avec, vu que c'est le concept de TikTok. TikTok est donc envahi de centaines de milliers de vidéos où l'on voit un tueur en série répondre par l'art du montage à des gamins qui en rigolent. Alors c'est peut-être moi, mais je trouve ça glauque. Dahmer a pris une telle proportion qu'aujourd'hui, des parents déguisent leur enfant en Jeffrey Dahmer pour Halloween. Et pour finir, j'en viens à ce qui est pour moi le principal problème de la popularisation des tueurs en série, la célébrité. Je m'explique, si certaines séries l'évoquent comme Esprit criminel ou encore The Mentalist, certains tueurs le font pour la gloire. En effet, aujourd'hui les tueurs en série sont connus et célèbres. Et dans cette époque où être connu à tout prix est devenu un leitmotiv, il est inévitable que tuer devienne un moyen comme un autre pour atteindre cet objectif. Et évidemment, cela n'a pas manqué, puisque c'est exactement ce qu'a fait Luka Magnotta. Luka Magnotta est considéré par beaucoup comme le premier tueur en Internet, puisqu'il est le premier à vraiment s'être fait connaître par rapport à cela. Luka Magnotta cherchait à se faire connaître par tous les moyens. D'abord dans l'industrie du sexe, par son job d'escort boy, ou encore d'acteur pornographique, puis en postant des vidéos où il torture des animaux domestiques, des chatons pour être plus précis, et enfin en tuant une personne, puis en postant la vidéo de lui en train de découper le cadavre. Il échappera à la police pendant quelques semaines durant lesquelles il postera régulièrement des vidéos liées à ses crimes et à sa cavale. Luka Magnotta, une fois arrêté, plaidera la folie passagère. Mais après tout, qu'importe, il avait eu ce qu'il voulait. Être connu. Alors, s'il vous plaît, à Halloween, faites-vous peur avec des histoires inventées, des histoires vraies, peu importe, mais ne glorifiez jamais l'horreur du monde réel. Je vous dis à bientôt pour un épisode plus joyeux. Et pour que l'on soit connu d'une manière bien plus sympathique, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lâcher un petit like. Joyeuse Halloween.